Nous sommes donc l'équipe de Nantes. Nous sommes venus à 3 pour cette intervention, donc avec le docteur Ignal, qui est également le régisseur technique de notre équipe, Madame Valérie Roy, qui est infirmière, et moi, Laurence Blin, qui suis assistante sociale. Vous me cherchez, je suis là. Je suis un peu déstabilisée sur cette histoire des 5e ou 6e journées. Du coup, j'avais tout misé sur les 5e journées nationales des EMPP. Donc, on en est déjà au 6e. Ça ne nous rajeunit pas. Mais nous sommes ravis d'être présents avec vous pour ces journées parce que vous nous avez beaucoup manqué. La dernière étant il y a quelques années maintenant. C'était pour nous important de participer à ces rencontres qui, par les liens qu'elles occasionnent, par les enjeux qui sont mis à jour et par les expériences qui sont présentées, nous permettent de faire évoluer nos pratiques. Cette question d'évolution des pratiques se parle chez nous, en région Pays de la Loire, au sein du réseau régional des EMPP que nous avons constitué, donc comme le disait le docteur Berthelon, avec 5 équipes, 3 en Loire-Atlantique, Saint-Nazaire, Nantes et Bouguenais, une en Maine-et-Loire et une en Sarthe au Mans. Donc ces questions se parlent, ces questions se partagent lorsque l'ARS nous invite sur des rencontres de la passe et que nous partageons nos expériences de l'Aller Vert et que nous renforçons aussi nos liens au travers de ce que le grand architecte appelle pyramide, le grand urbanisme, qui nous permet de voir que nous nous rapprochons sérieusement. Et puis ces questions s'échangent avec nos partenaires et se jouent quotidiennement avec les personnes que nous accompagnons. Donc pour nous, équipe nantaise, je ne sais pas comment mettre ce micro, pour nous, équipe nantaise qui existons depuis 2005, qui avons grandi tutorés par la circulaire, qui a le même âge que nous, c'est donc notre copine d'enfance, qui avons travaillé l'Aller Vert pour permettre à des personnes vulnérables et précarisées, des patients potentiels ou des malades qui s'ignorent, d'accéder aux soins, aux dispositifs de soins. Pour nous qui avons squatté les lieux du social sans jamais y être chez nous, qui nous sommes enrichis des pratiques de nos partenaires, qui avons accompagné les changements au sein d'espaces institutionnels de plus en plus morcelés, malheureusement, avec des temporalités qui sont bien souvent réduites. Pour nous qui, à l'aube de nos 15 ans, voyons nos collègues avec lesquels nous avons partagé tant de choses, tant d'aventures, partir. Ce qui nous pousse du coup à démultiplier les pots de départ et ce qui peut parfois être fatigant, surtout quand on se lève tôt le lundi matin. Et donc tout ça, tous ces éléments, eh bien, nous posent la question, nous faut poser la question du durer avec. Le durer avec tout ce que ça peut évoquer comme réflexion autour de la pérennisation des liens, autour de l'inscription de ces liens dans notre histoire, dans une histoire, dans des histoires, dans la continuité des liens qui permettra de durer tout en étant rassuré par celui ou celle qui prendra la suite. La vraie question, c'est est-ce qu'il ou elle va s'occuper de ce monsieur-là aussi bien que nous on l'a fait. Et puis de la solidité des liens que nous avons tissés dans un parcours jalonné de passages, de changements, d'incertitudes, et puis de la qualité de ces liens qui font réseau, donc qui font maillage, qui nous rassurent et qui nous permettent, dans les accompagnements, de faire du complexe, de faire des pas de côté, de prendre des risques, de tomber, mais sur un filet. Donc c'est tout cela que nous souhaitons vous raconter aujourd'hui. Merci. Monsieur F est suivi dès la création de l'ELPP en 2005. Il va être successivement suivi par 2 infirmières, Hélène et Laïla. Monsieur a alors 37 ans. Il nous est signalé par le CCAS pour des problématiques de consommation d'alcool, d'importants troubles du comportement et des difficultés à mettre en place un projet social. Plusieurs intervenants tentent de soutenir un accès aux soins et à l'hébergement. Monsieur est issu d'une fratrie de 12 enfants. Il a connu une enfance difficile, marquée par de la violence et des placements. Il a connu de multiples incarcérations pour des actes de violence. Il n'a jamais eu de logement autonome, étant le plus souvent hébergé chez ses compagnes du moment. Il s'installe vraiment à la rue en 2002. Il y trouve une place en se constituant une figure de caïd. L'infirmière de l'ELPP le rencontre sur ses lieux de squat
toujours accompagné par un partenaire. En 2009, nous constatons un moment de bascule lorsque sa compagne est hospitalisée et qu'elle accède à un logement. Monsieur se retrouve plus isolé. Son état de santé se dégrade. Il perd son statut social de leader à la rue. L'accompagnement par l'ELPP est plus soutenu sur cette période. Progressivement, il accepte d'être hébergé dans l'urgence sociale. En novembre 2011, il se stabilise sur un foyer d'hébergement d'urgence où nous passons toutes les semaines. Il bénéficie alors d'un suivi social avec Anne, la travailleuse sociale du foyer, qui pourra mettre en place une curatelle. Peu à peu, la relation avec l'ELPP se renforce et permet d'évoquer ses inquiétudes somatiques. Parler du corps dans un lieu sécurisant favorise la verbalisation de ses émotions et de ses angoisses. L'ELPP et la travailleuse sociale peuvent alors l'accompagner physiquement pour la mise en place d'un suivi somatique. En 2013, monsieur va quitter le dispositif de l'urgence pour entrer en CHRS, notamment parce que Anne part travailler sur cette structure. Cela permet à monsieur de ne pas changer de référent social. Les séparations paraissent insurmontables. Monsieur se situe dans une grande dépendance affective. En avril 2015, il entre dans un logement HLM autonome. Anne obtient une dérogation de sa structure pour poursuivre le suivi social. Monsieur garde alors les mêmes interlocuteurs. Cette permanence de la relation permet de le contenir et de le sécuriser dans tous les changements qu'il traverse. Il a constamment besoin d'être rassuré sur la continuité du lien. Puis Anne part en congé maternité. Monsieur accepte d'être suivi par sa remplaçante. Un relais progressif de son suivi social vers le droit commun peut alors se tricoter sur 1 an et demi. Cela s'articule avec le suivi hebdomadaire de l'ELPP qui reste garant du parcours de monsieur. L'ELPP poursuit également un travail de coordination des soins avec l'ensemble des intervenants de santé, médecins traitants, hépatologues et addictologues. Le relais vers un suivi de secteur de psychiatrie ne peut se faire car il n'entre pas dans les indications du secteur concerné. Pour autant, il présente des troubles de la personnalité importants et le LPP lui permet de médiatiser sa relation à l'autre. Il se montre de plus en plus autonome, mais les sources d'angoisse sont encore très présentes. Elles se manifestent par des comportements agressifs lorsqu'il est face à des interlocuteurs inconnus qui n'ont pas toujours les clés pour décrypter ses mises en acte. Il aura par exemple fallu 2 ans d'accompagnement mensuel chez le médecin traitant pour que se tisse une relation suffisamment sécurisante pour monsieur et qu'il puisse s'y rendre seul. Nous restons en lien étroit avec l'addictologue et accompagnons monsieur à tous ses rendez-vous hépatologues. Régulièrement, monsieur vient tester la solidité de la relation et des liens. Ceux bien sûr que l'on a tissés avec lui, mais aussi ceux que nous tissons entre professionnels et qui s'avèrent tout aussi importants. Nous organisons des rencontres 1 à 2 fois par an avec sa référente sociale et sa curatrice en sa présence. Il est demandeur de ces temps qui se déroulent chez lui ou au CMS. C'est un véritable étayage pour lui, un temps contenant et rassurant, où les projets peuvent se parler, s'élaborer. Le regard alors porté sur lui permet d'être reconnu, d'être valorisé. Les changements d'interlocuteurs sont toujours très compliqués. La présence de l'ELPP lui permet d'exister pour l'autre en tant que sujet, avec une histoire, un parcours, des forces et des fragilités. Il n'a alors plus besoin de jouer au caïd comme il sait le faire. La question de la séparation avec l'ELPP reste entière à ce jour. Alors, ne quittez pas la salle, il y a une alerte virale sur ma clé, ce qui fait que je ne peux pas mettre le PowerPoint.
quand on a réfléchi en équipe sur la question de l'évolution des pratiques, une des premières questions qui nous est venue, c'est qu'entre le moment où les équipes mobiles en 2005 on a démarré, et puis qui était, ben voilà, on va aller vers les personnes, et puis après elles vont aller vers le droit commun, comme on dit, etc. Et on s'est rendu compte que dans notre file active, comme Valérie le présentait, cet homme, qu'on a rencontré dès le début de notre pratique. Et qu'il y avait un certain nombre de personnes avec qui on continuait à travailler, et que ça nous interrogeait un petit peu sur cette modification, peut-être, de ce que nous, on imaginait de notre pratique au départ, et comment on faisait pour durer avec, hein, passer du aller vers au durer avec, parce qu'il n'est pas le seul dans notre file active à travailler ça. Alors du coup, on est allé chercher un peu essayer de réfléchir à cette question en équipe. Alors pour faire chic, je vais citer Freud quand même, mais vous voyez un peu comme les questions s'articulent. Freud parle de 3 types de souffrances. Les types de souffrances de notre propre corps, les types de souffrances du monde extérieur et les types de souffrances dans le rapport avec les autres êtres humains. Et on se rend compte qu'il y a des personnes avec qui on travaille ou dans lesquelles on va articuler à chaque fois ces 3 types de souffrances. L'entrée finalement dans le soin pour Monsieur F, c'est à un moment donné, quand il est sur un lieu, tout d'un coup la question de son corps devient importante. Et c'est une des portes d'entrée. D'autres, ce sera une porte d'entrée sur les relations. Et puis cet homme qui se présente un peu comme Caïd, c'est le chef de la rue, hein, à l'époque. Il organise son clan, il organise son espace, voilà. À un moment donné, va être déplacé par rapport à ses actions, et du coup, il y a tout un long chemin qui va se mettre en place avec lui. Alors, comment essayer de comprendre que finalement, on va durer avec des personnes ? Moi, ce qui m'aide à réfléchir là-dessus, c'est l'espace de travail de l'ELPP. Comment elle se constitue ? Et du coup, je suis allé chercher du côté de Pierre Aulagnier. Pierre Aulagnier dit, à un moment donné, il faut que quelqu'un ait une garantie pour son avenir, quand il va être dans une relation. Alors, quand Pierre Aulagnier introduit cette notion, elle le montre dans l'anticipation familiale, dans l'accueil familial, etc. Bon. Et on se rend compte que les modalités de l'accueil pour notre équipe vont tout d'un coup articuler quelque chose de l'ordre d'un espace avec des figures maternelles et paternelles. Et que l'ELPP est engagé dans ce type de problématique, d'un transfert qui va tout d'un coup activer des figures maternelles et paternelles dans la capacité d'évolution, dans la capacité du lien des personnes. Voilà, ça, et du coup, amener à travailler dans notre propre pratique, qu'est-ce qu'il en est de ces figures dans la relation qu'on a avec les personnes. Alors, quand on regarde la situation de cet homme, ça va être quoi les stratégies d'intervention de notre équipe ? Il faut essayer d'intégrer un individu au départ qui se pense non intégrable, qui est vraiment en opposition à tout et qui surtout a très peur d'être intégré. Et comment on arrive à travailler avec lui. Donc créer cette espèce d'espace potentiel qui mettra du temps à se créer et qui va se reproduire. On voit dans la situation, à chaque passage, à chaque changement, il y a la nécessité de co-construire avec lui à nouveau une relation. À chaque intervenant qui arrive, un médecin traitant, un intervenant social, etc., tout de suite remonte dans ces problématiques affectives et émotionnelles. Je suis le caïd, et je vous assure, d'être le médecin généraliste et le recevoir pour la première fois, c'est en prendre plein la figure et craindre d'être attaqué physiquement. Voilà, et donc le LPP fait accompagner cet espace où s'articule à la fois une potentialité d'élaboration et une potentialité de rentrer en relation, en acceptant que cet espace-là peut être attaqué. Mais que ça se reproduit et que j'ai l'impression que le LPP, à ce moment-là, va
institutionnaliser une modalité de rentrer en relation. Voilà, pour arriver à avoir tous les intervenants. Et donc on est, on pourrait dire, quelque part comme un peu médiateur, tant du côté social que du côté sanitaire, parce que cet homme va rencontrer les équipes de psy. Alors, il va être récusé par les équipes de psy parce qu'il n'a pas de maladie mentale. Il n'a que des troubles addictifs et il n'a que des troubles de personnalité, donc il a un refus d'être pris en charge par le CMP. Bon, voilà, ça on parlera tout à l'heure. Alors, du coup, on est un peu attentif dans ce parcours sur durée avec, qui est à la fois les personnes et à la fois nous. Comment on assure une sécurité de la relation, c'est quelque chose qui est toujours à renouveler. Comment on est en place de médiateur dans la relation à l'autre. Comment on peut nommer et anticiper les réactions verbales et non verbales dans les relations, c'est-à-dire de préparer l'interlocuteur à une modalité de communication, assurer cette place de tiers, assurer une fonction de témoignage. Alors ça nous a apparu assez important parce que ça permettait de dire aux interlocuteurs, mais vous savez, oui, ça peut bouger. Oui, vous savez, c'est pas toujours comme ça. Non, vous vous faites insulter là, mais ça va pas durer. Voilà. On va attendre un petit peu. À la fin de la consultation, ça ira mieux. Voilà. Et de pouvoir le dire directement dans la consultation. C'est-à-dire tous ces moments de passage, voilà, qui sont importants. Alors, garder la capacité de quitter, de retrouver, etc. Et donc comme un espace auxiliaire du moi pour une certaine élaboration par la personne. Voilà. Alors, l'autre, ce que j'ai dit tout à l'heure, le aller vers, il concerne nous, on va vers, mais à un moment donné, on peut aussi accompagner la personne dans le aller vers. Alors, aller vers des équipes de soins, aller vers Et là, on se rend compte à partir de cette histoire-là que, par exemple, le dispositif de soins, il change beaucoup. Nous, on est amené à se rendre compte que les équipes de secteur, tout d'un coup, se polarisent sur le rétablissement. Mais le rétablissement, ça ne marche pas pour les SDF. La réhabilitation, oui, mais il faut aller dans un groupe d'éducation thérapeutique où on va régulièrement de 10h à 11h, régulièrement sur 8 semaines, donc ça ne marche pas non plus. Voilà. Comment on tient compte des enjeux des équipes de secteur pour pouvoir, à un moment donné, permettre un suivi de soins. Donc, on a tout ce travail à faire et ça change beaucoup. Et puis, du côté du social, on se rend compte qu'on est confronté. Là, dans le cas, on a joué des pas de côté, c'est-à-dire qu'il se trouvait que quelqu'un quittait un dispositif pour aller sur un autre dispositif, alors ça a facilité les relations. Puis après, on a demandé l'autorisation pour qu'un travailleur social puisse continuer à faire le relais sur un autre dispositif, ce qui n'est pas toujours très simple. Voilà. Alors comment négocier ces passages, ce pas de côté qui, par exemple, qu'on a beaucoup de mal à négocier, nous, avec le SIAO, parce que c'est une formulation... voilà, et que les pas de côté ne sont pas prévus. C'est pas prévu dans Pyramide, c'est pas prévu dans le dossier SIAO. Alors qu'on est toujours, on a l'impression qu'on est un peu... Alors on se rend compte que il faut qu'on garde, nous, l'idée d'une histoire, d'un parcours, des forces et des fragilités. Et que pour beaucoup de personnes avec qui on travaille, entre autres monsieur M, les troubles de personnalité, l'addiction, les carences affectives, les troubles des conduites sont souvent au premier plan. Et c'est souvent pour ces personnes-là qu'on est amené à durer. Je veux dire, dans la file active, finalement, pour les patients psychotiques, purement psychotiques, là, presque on arrive plus à pouvoir négocier une partie, un parcours discontinu avec des équipes de secteur. Pour terminer, on se disait attention aux risques, parce que constater qu'on travaille avec des personnes depuis des années, ça présente un risque quand même, parce que on peut être dans un risque de jouissance réciproque. On est des grands sauveurs, on crée de la dépendance, on veut absolument réparer, on peut avoir des positions un peu sadomasochistes. On peut se croire tout puissant, parce que les autres ne feront pas aussi bien que nous.
Et du coup, on peut conserver le patient en position infantile dans le travail, c'est-à-dire dans se croire qu'on on a une nécessité à durer. Et puis, du coup, ça oblige à regarder tous ces processus de fixation infantile, avec ces questions de transfert archaïque avec lesquelles on a à travailler. On a à ne pas être la bonne mère, peut-être suffisamment bonne, mais pas la bonne. Et qu'on se rend compte qu'il y a une nécessité de trianguler à chaque fois, c'est-à-dire de réintroduire une référence tiers, c'est l'institution, c'est l'équipe, c'est une analyse, une supervision, c'est-à-dire comment travailler ça pour ne pas être dans ce durée qui serait sans fin. Et puis reconnaître l'ambivalence de notre contre-transfert, c'est-à-dire permettre l'expérience de séparation-individuation, qu'on peut vivre à l'intérieur de l'équipe, par exemple en réfléchissant les références. Parfois la vie fait qu'on est obligé de changer les références, parce que quelqu'un part de l'équipe, mais de pouvoir le travailler en permanence en interne, c'est-à-dire qui travaille avec qui, comment on peut introduire quelqu'un d'autre. On sait que pour ces personnes-là, une diffraction du transfert est nécessaire. Et donc, si on polarise tout sur un des membres de l'équipe, c'est un danger pour le membre de l'équipe, c'est aussi un danger pour la personne. Donc, comment on peut travailler ces références internes? Voilà, c'est un peu une réflexion sur le durée, parce qu'on se rend compte à un moment donné qu'un des risques qu'on peut avoir sur une équipe mobile, c'est du fait des changements de contexte, du fait des changements d'équipe, qu'on nous impose la durée. Voilà. Quelque part. Bon, alors, voilà, c'est une réflexion clinique qu'on a essayé de vous présenter.